Denise, il faut être raisonnable maintenant. On n'a plus le choix. Tu vas entrer en maison de retraite. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Pas pour sa brutalité, pas pour son manque de tendresse, mais pour la façon dont elle a été prononcée, froide, nette, administrative, comme si l'on annonçait la fermeture d'un compte bancaire, comme si ma vie entière n'était qu'une ligne à déplacer dans leur organisation. C'était un jeudi après-midi, en plein mois de février, la lumière était pâle, le vent frappait contre les volets. Je venais de sortir une fournée de biscuits au beurre, encore chauds, encore parfumés, ce genre de détails qui rendent les maisons vivantes, et j'attendais Julien et Marion, ma belle-fille, pour le café. Ils sont arrivés ensemble, d'un pas décidé. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Julien n'osait pas me regarder. Marion, elle, avançait comme une femme qui vient accomplir une mission désagréable, mais nécessaire dans sa logique froide. Nous nous sommes installés autour de la table. J'ai versé le thé. Personne n'a touché au biscuit. Puis Marion a ouvert un classeur gris, épais, rempli de documents imprimés, le même genre de classeur que j'avais vu dans les mains d'une assistante sociale il y a longtemps, quand ma propre mère avait eu ses premiers problèmes de santé. J'ai senti mes doigts se raidir autour de la tasse. Quelque chose montait, lentement, comme un frisson. Marion m'a regardé droit dans les yeux. « Denise, on doit en parler maintenant. » Elle a posé la main sur le classeur. « Tu ne peux plus continuer comme ça. »« Comme quoi ?» ai-je demandé, la voix plus calme que je ne l'aurais cru. Elle a échangé un regard avec Julien, un regard lourd, chorégraphié. Puis, d'un ton ferme, comme une personne âgée qui vit seule dans une grande maison. « C'est dangereux, c'est irresponsable, c'est trop de charges pour nous. » Pour nous, pour eux, ma vie devenait une charge, ma présence une complication. Julien a murmuré. « Man, on s'inquiète. » Non. Il répétait ce qu'elle lui soufflait depuis des semaines, être des mois. Marion a ouvert le classeur avec un claquement sec. J'ai déjà regardé plusieurs établissements, des EHPAD très bien notés. Ils ont des chambres disponibles dès le mois prochain. Elle tournait les pages comme si elle feuilletait un catalogue de meubles. Ici, par exemple, très propre, très sérieux. Elle glissa une fiche descriptive devant moi. Et là, un autre. Ils ont un jardin, c'est parfait pour ton âge. Ton âge. Les deux mots qu'elle utilisait désormais pour justifier n'importe quelle dépossession. J'ai repoussé la fiche du bout des doigts, poliment, froidement. Marion? Je n'ai rien demandé. Elle a souri, un sourire d'une douceur fausse, d'une pitié humiliante. Justement, c'est pour ça qu'il faut s'occuper de toi. On prend le relais, comme si j'étais une torche qu'on passe entre deux coureurs. Julien posa une main hésitante sur la table. Man. Ce serait plus simple pour tout le monde. Je relevai les yeux. Plus simple pour qui, Julien? Il se figea, ne répondit pas. Marion, elle, n'a pas hésité une seconde. Pour nous, pour organiser, pour que tu ne sois plus seule. Je n'ai pas répondu tout de suite. Une chose que l'âge m'a enseignée. Parfois, le silence vaut mieux que la colère. Elle a continué. Et puis, tu commences à oublier certaines choses. Elle avait préparé ses arguments. L'autre jour, tu as laissé la porte du jardin mal fermée. La semaine dernière, tu as raté un rendez-vous médical. Elle soupira. Il faut se rendre à l'évidence. Tu n'as plus toutes tes capacités. J'ai senti une brûlure dans ma poitrine. Un mélange de honte et de rage contenue. Je n'ai raté qu'un rendez-vous, ai-je dit. Oui, mais ça suffit, tu comprends? Elle parlait comme on parle à une enfant capricieuse. Une enfant qu'on doit remettre dans le droit chemin. Puis elle a sorti un dernier document. Voilà le dossier. Elle posa une chemise beige devant moi. On a juste besoin de ta signature pour commencer la procédure d'admission. Je crois que c'est là, précisément là, que quelque chose en moi s'est brisé, ou plutôt, s'est réveillé. Je regardais ce dossier posé devant moi, comme un verdict, comme une condamnation qu'on m'infligeait avant même que j'aie le temps de me défendre. Ils avaient déjà tout préparé, sans me consulter, sans me demander mon avis, sans même imaginer que je pourrais dire non. Ils avaient fait une seule erreur, me croire faible, me croire fatiguée, me croire incapable. Alors, j'ai reposé ma tasse, lentement, très lentement. J'ai levé les yeux vers eux, d'abord vers Julien, mon fils, mon seul enfant.
Son visage était tendu, mais pas méchant. Effrayé, indécis, pris entre deux forces. Puis j'ai regardé Marion. Sa certitude, sa froideur, son assurance déplacée, et j'ai dit, d'une voix que je ne m'étais pas entendue depuis longtemps, je ne signerai rien. Elle a cligné des yeux. Une fois, deux fois. Denise, tu n'as pas le choix. Si, je me suis levée. Mes jambes étaient stables, ma voix aussi, et tu vas le comprendre très vite. Elle a essayé de me tendre le stylo. J'ai repoussé sa main. Je ne vais pas en maison de retraite, Marion. Je me suis approchée du classeur. En revanche, je l'ai fermé d'un geste net. Je vais ouvrir un dossier. Julien a sursauté. Marion a pâli. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait. Mais moi, oui. Parce que ce jour-là, à l'instant même où j'ai refusé leur procédure, j'ai compris que la suivante serait la mienne. Un dossier chez mon avocat, un dossier chez le notaire, un dossier qui allait changer l'histoire. Et lorsqu'ils sont partis, furieux, glacés, déstabilisés, je suis restée debout dans ma cuisine, seule, mais plus jamais soumise. Quand ils ont quitté la maison ce jour-là, laissant derrière eux l'odeur froide de leur décision, je suis restée un long moment debout dans ma cuisine. Le dossier beige encore fermé sur la table me paraissait étranger, presque intrusif, comme un objet qui n'avait rien à faire là, comme une menace mal dissimulée. Alors je me suis assise, et, comme cela arrive souvent lorsque la douleur est trop vive pour être affrontée de face, mon esprit a reculé. Il est retourné là où les choses étaient simples, là où la vie n'était pas un dossier, là où personne ne parlait de raison, ni de capacité, ni d'admission. Je suis revenue à mon enfance, à ma première maison, à mes parents. J'ai grandi dans une petite maison en pierre, à la lisière d'un village des Landes, une maison modeste, mais lumineuse, où l'on vivait serré mais heureux. Les soirs d'hiver, ma mère faisait chauffer une soupe de légumes qui embaumait toute la cuisine, et mon père s'asseyait près du poêle avec son journal roulé sous le bras. Mon père était un homme de peu de mots, mais chaque phrase qu'il disait avait une gravité simple, solide. Denise, une maison, ça ne se donne pas, ça se garde. Denise, ne laisse jamais les autres décider où tu dois vivre. Denise, la vie, ça se tient debout. Ces phrases, je les avais entendues enfant sans comprendre. Mais ce jour-là, dans ma cuisine, elles sont revenues comme des phares dans le brouillard. Ma mère, elle, répétait, « Une femme doit savoir protéger son endroit, même s'il est petit, même s'il n'a qu'une fenêtre et 3 marches. » Elle disait cela en lavant les draps, en repassant, en préparant les confitures d'abricots pour l'hiver. Pour elle, une maison n'était pas une possession, c'était une continuité, une racine, un souffle. Je les revois encore, tous les deux. Je revois leurs gestes, le linge qui sèche au jardin, les oiseaux qui picoraient les miettes après les repas, la table en bois autour de laquelle tout se décidait, les disputes, les choix, les départs, les promesses. Jamais, pas un instant, je ne les ai vus envisager qu'un jour, quelqu'un, un enfant, un voisin, un conjoint, puisse décider à leur place où ils devaient finir leur jour. Cette pensée me fit monter les larmes aux yeux, parce que, ce que je venais de vivre avec Marion et Julien, c'était l'exact contraire. Puis mon esprit a sauté plus loin, vers Pierre, vers l'homme qui a partagé ma vie pendant 40 ans, l'homme que j'ai aimé d'un amour sans éclat, mais solide comme les fondations de la maison qu'il avait rêvée. Je revois notre rencontre comme si elle avait eu lieu hier, un bal d'été, dans un hangar décoré de guirlandes en papier. Il était debout près d'un groupe d'amis, les mains dans les poches, un sourire discret aux lèvres. Quand nos regards se sont croisés, je me suis dit que cet homme-là ne me ferait jamais de mal. Et je ne me suis pas trompée. Nous avons dansé, longtemps, en silence parfois, en riant d'autres fois, et quand il m'a raccompagnée chez moi, il a dit simplement « Si tu veux, demain, on marchera près du lac. » Je n'aime pas brusquer les choses. Cette phrase m'a conquise, parce qu'il ne voulait rien brusquer, parce qu'il respectait déjà mon rythme, ma liberté. Quelques mois plus tard, nous avons parlé d'avenir. Nous avons parlé de maison, pas de maison de retraite, pas d'établissement, pas de chambre numérotée. Une maison pour nous, pour notre famille future, pour les souvenirs qui viendraient. Il m'a promis ceci. Denise, tant que je serai vivant, tu auras toujours un endroit où poser ton nom. Cette promesse-là m'a accompagnée toute ma vie. Et,
Même après sa mort, je la porte encore. Elle n'est pas enterrée avec lui. Elle vit dans ces murs, dans ce jardin, dans ce fauteuil, dans chaque marche de l'escalier. Quand Julien est né, la maison s'est remplie d'un bruit nouveau. Un bruit doux, chaotique, un bruit de vie. Il courait dans le couloir avec ses chaussettes à rayures. Il jouait à cache-cache derrière les rideaux. Pierre disait toujours « Regarde-le, Denise. Un enfant qui court dans sa maison, c'est la plus belle preuve qu'on a réussi. » Et moi, je croyais que ce bonheur-là durerait toujours. Je croyais aussi que, devenu adulte, Julien comprendrait l'importance de ce lieu, qu'il respecterait tout ce que nous avions construit. Je croyais. Je ne savais pas que l'amour, parfois, se laisse guider par des voies extérieures, que la confiance peut se déformer sous l'influence d'un autre, que les liens les plus solides peuvent s'effriter quand quelqu'un martèle doucement, jour après jour. Ta mère ne gère plus, ta mère vieillit, ta mère ralentit, ta mère oublie, ta mère est seule, ta mère est un poids. C'est ainsi que les murs se fissurent, pas d'un coup, mais par usure. Je suis revenu doucement à la réalité. La lumière avait baissé. Le dossier beige était toujours là, sur la table. Sa présence me paraissait soudain moins menaçante, moins lourde, parce que, en replongeant dans mon passé, j'avais retrouvé quelque chose que Marion n'avait pas prévu. Ma mémoire, ma colonne vertébrale, ma dignité. J'ai passé la main sur la table en bois, celle que Pierre avait poncée lui-même. J'ai regardé les murs, j'ai senti l'air de la maison, et j'ai murmuré, presque pour moi seule. Je ne partirai pas d'ici. Je ne laisserai personne m'y obliger, pas tant que je suis encore vivante dans ces murs. Alors, j'ai pris une décision simple, une décision ferme. Je me suis levée. J'ai rangé la chemise beige dans un tiroir. Puis j'ai sorti mon carnet bleu. J'y ai inscrit une seule phrase. Demain 9 heures, maître Comte. Parce que, si eux avaient ouvert un dossier pour m'enfermer, moi, j'allais en ouvrir un pour me libérer. Quand on repense à une humiliation, on croit toujours qu'elle a commencé avec une phrase violente, un geste brutal, un événement spectaculaire, mais ce n'est jamais ainsi. Les humiliations commencent par des choses minuscules, des détails, des nuances, des moments tellement petits qu'on n'y prête pas attention, jusqu'à ce qu'ils deviennent un mur. Avec Marion, les premiers signes sont apparus bien avant cette histoire de maison de retraite. Mais je ne les ai pas vus, ou plutôt, je ne voulais pas les voir, parce qu'on ne veut jamais croire qu'un membre de sa famille, quelqu'un qui partage votre table, votre fils, votre petit-fils, puisse être influencé par une présence qui vous ronge doucement. Tout a commencé, je crois, un après-midi d'automne, il y a environ 1 an. J'avais préparé une tarte aux pommes, celle que Julien adorait quand il était enfant. Je me souviens encore de ce qu'il disait en riant. « Man, tu mets trop de cannelle, mais je l'aime comme ça. » Ce jour-là, j'avais mis juste la bonne dose. Ils sont arrivés à l'improviste. Marion a posé son sac dans l'entrée, comme si elle arrivait dans un endroit qui lui appartenait. Elle a regardé autour d'elle et a dit « Ah, tu n'as pas encore changé les rideaux ?» Je lui ai répondu que je n'en avais pas besoin. « Oui, mais ça fait un peu vieillot. Tu ne trouves pas ?» Elle n'attendait pas ma réponse. Elle n'attendait plus rien de moi, en vérité. Elle voulait simplement déposer ses remarques, comme on dépose des cailloux sur un sentier pour montrer qui le balise. Puis elle a ouvert un placard sans me demander, a déplacé 2 assiettes pour que ce soit plus pratique, a tiré une chaise pour s'asseoir avant même que je lui propose quoi que ce soit. Et là, d'un ton détaché, « Tu devrais être évité de te mettre devant le four trop longtemps, Denise. À ton âge, la chaleur, à ton âge, déjà. » J'ai souri. J'ai haussé les épaules, mais un coin de mon cœur s'est pincé. Les petites phrases se sont ensuite multipliées. « Tu veux que je t'aide à faire les comptes ? C'est compliqué maintenant. Toutes ces démarches en ligne, tu devrais arrêter de grimper à l'échelle pour les volets, c'est dangereux. Tu ne veux pas qu'on garde un double de tes clés ? Au cas où, toujours au cas où, toujours pour mon bien, toujours avec cette voix douce qui déguisait l'empiètement. Au début, j'ai cru que c'était de la prévenance. Puis j'ai compris que c'était une stratégie. Il y eut aussi les regards. Ce moment où l'on sent qu'on n'est plus tout à fait incluse dans la conversation. Quand 2 personnes échangent des sourires qui disent plus que leurs mots. Quand on a l'impression qu'un jugement silencieux circule sous la nappe. C'était subtil, presque imperceptible. Mais c'était là. Puis ont commencé les oublis.
Ou plutôt, les effacements. Un dimanche, ils avaient organisé un déjeuner chez eux. Je n'étais pas au courant. C'est Emma, ma petite fille, qui me l'a appris par hasard, le lundi, en me montrant un dessin qu'elle avait fait, chez papa et maman, hier, quand tout le monde était là, tout le monde, sauf moi. Je n'ai rien dit, je n'ai pas demandé pourquoi, j'ai juste senti quelque chose se détacher en moi. Un fil, un lien, un de ceux qu'on croit indestructibles. La semaine suivante, j'ai proposé d'aller chercher Emma à l'école, comme je le faisais autrefois. « Oh, ce n'est pas nécessaire, » a dit Marion. « Pourquoi donc ? Disons que… Tu t'es trompé d'heure la dernière fois. Une seule fois. Oui, mais bon, ce n'est pas grave. On gère. On gère. » Elle gérait. Tout. Même ce qui ne la regardait pas. Puis il y eut ce fameux jour où ils ont fait le tour de la maison. Une visite qu'ils ont prétendue innocente, mais qui ressemblait étrangement à un inventaire. « Cette pièce est trop encombrée, » avait dit Marion en entrant dans mon bureau. « Et ici, la salle d'amis, tu n'en as plus besoin, si ? Et le grenier, tu y montes encore ? Ce ne serait pas plus raisonnable de le laisser fermer. » Je me souviens du regard de Julien. Il suivait Marion, comme un enfant suit une institutrice. Il opinait sans réfléchir, répétait des phrases toutes faites. « Oui, c'est vrai, man. Faut faire attention. On pourrait t'aider à vider. On pourrait simplifier. Simplifier. Le mot qui tue, le mot qui efface, le mot qui prépare les autres étapes. » Elle avait ce carnet à la main ce jour-là, un carnet beige. J'ai reconnu le même qui contiendra plus tard la chemise de la maison de retraite. Elle cochait des choses. Elle notait. Elle observait. Comme si ma vie entière était un dossier d'évaluation. Et moi, je suivais, incapable de comprendre encore que le rejet ne vient jamais d'un seul coup, mais qu'il s'installe comme du givre, par couches, par cristaux, jusqu'à ce que le paysage ne ressemble plus à rien. Un soir, j'ai appelé Julien, juste pour entendre sa voix, pour lui demander s'il avait bien reçu ma confiture de Mirabelle. Il a répondu avec cette hâte que je ne lui connaissais pas. « Oui, oui, merci man, mais je suis un peu occupé. Tout va bien ? Oui. C'est juste, Marion dit que tu devrais te reposer, que tout ça te fatigue. » Tout ça quoi ? Ben, la maison, les courses, tes rendez-vous, mes rendez-vous ? Quels rendez-vous ? C'était elle qui me les rappelait, elle qui les fixait, elle qui les modifiait parfois. Et c'est là que quelque chose s'est éclairci dans mon esprit. Pas complètement, non, mais une intuition, un soupçon, une sorte de frisson qui disait « Denise, on te fabrique un rôle que tu n'as jamais demandé. » Je pensais encore avoir le temps de remettre les choses à leur place, le temps de parler à Julien, seul à seul, le temps de faire comprendre à Marion que j'étais encore capable de vivre ma vie. Je ne savais pas que le rejet allait s'accélérer, se durcir, se structurer. Je ne savais pas que, quelques semaines plus tard, la façade tomberait d'un coup et que leur vraie intention se dévoilerait, me déplacer, me ranger, me stocker, comme un meuble encombrant. Ce soir-là, après avoir raccroché, je me suis assise près de la fenêtre. Le vent faisait bouger la glycine. Je sentais l'air frais entrer dans la pièce, et dans cette odeur de terre et d'encre, j'ai compris que quelque chose était en train de m'échapper. Pas ma mémoire, pas mes gestes, pas mes forces. Non, ce qui m'échappait, c'était leur regard, leur façon de me voir, comme si, lentement, ils m'avaient déplacé de la catégorie mère à la catégorie charge. Et le plus terrible, ce n'était pas qu'ils me rejetaient. Non, c'était qu'ils le faisaient en croyant être dans leur droit. Je ne savais pas encore que j'allais me battre. Je ne savais pas encore que j'allais ouvrir un dossier. Je ne savais même pas que j'en aurais la force. Mais ce que je savais, ce soir-là, c'était ceci. Quelque chose venait de commencer. Quelque chose de grave. Quelque chose d'invisible. Et j'ai murmuré dans l'obscurité. « Maman, papa, donnez-moi la force. Parce que désormais, j'en aurais besoin. » La goutte d'eau n'a pas été une explosion. Elle n'a pas été un scandale, ni un cri, ni une dispute. Non, elle a été une évidence, une vérité mise au jour par un simple morceau de papier, si petit, si banal, et pourtant si révélateur. C'était un mardi matin, un matin gris sans histoire. Je venais de rentrer des courses, 2 sacs légers, quelques légumes, un morceau de fromage, des biscuits pour Emma. Des gestes simples,
des gestes qui prouvaient, malgré ce qu'ils voulaient faire croire, que je gérais ma vie. Je posais les sacs sur la table quand j'ai entendu le bruit de la boîte aux lettres. Clac. Le facteur venait de passer. Je ne me suis pas méfiée. Je ne me méfiais plus de rien à ce moment-là, et c'était justement mon erreur. Je suis allée ouvrir. Parmi les publicités et 2 enveloppes pour Pierre, toujours adressées au nom de mon mari disparu, il y avait un courrier administratif, affublé de ce mélange désagréable de bleu et de gris, qui annonce rarement de bonnes nouvelles. L'enveloppe était à mon nom. Officielle. Parfaite. Inquiétante. Je l'ai ouverte avec mon coupe-papier. Une habitude de femme organisée. Une habitude de femme qu'on prétendait pourtant incapable. C'est là que je l'ai vue. Ce petit carré de texte. Ces mots impersonnels mais terriblement précis, suite à la demande de pré-inscription effectuée par un membre de votre famille, nous vous prions de bien vouloir nous retourner les documents nécessaires à votre admission en résidence médicalisée. Je suis restée pétrifiée. 1 seconde. 2. Peut être plus. Pré-inscription. Déjà effectuée. Sans mon accord. Sans même un avertissement. C'était là, noir sur blanc. Le début de ma disparition administrative. J'ai relu la phrase 3 fois. Je croyais halluciner. Je croyais qu'il s'agissait d'une erreur. Mais non. À la fin du courrier, une note manuscrite d'une politesse glaçante. Madame, votre belle-fille, Madame Marion L., a pris contact avec nos services. Nous restons à votre disposition pour finaliser votre dossier. Mon cœur s'est serré. Pas de peur. Pas encore. De lucidité. J'ai reposé le courrier sur la table. Je me suis assise. J'ai respiré profondément. Je revoyais Marion, son classeur beige, ses remarques, ses visites intrusives. Ses ongères, c'est mieux pour toi, à ton âge. Je revoyais Julien, confus, influençable, absent à lui-même. Je revoyais comment leurs phrases s'étaient transformées, comment leurs gestes s'étaient durcis, comment leur certitude avait grossi. J'ai compris. Ce n'était pas une inquiétude maladroite. Ce n'était pas un excès de zèle. Ce n'était pas un malentendu. C'était un plan complet, un plan pensé, préparé, assumé. Il voulait ma maison, et pour l'obtenir, il fallait d'abord m'en sortir. J'ai senti une douleur dans ma gorge, mais je n'ai pas pleuré. Je ne pleure presque jamais sous le choc. Je pleure après, quand la bataille est finie. Là, je suis restée droite, immobile, glacée. La goutte d'eau n'était pas l'enveloppe. La goutte d'eau n'était pas la pré-inscription. La goutte d'eau n'était pas même la trahison. La goutte d'eau, c'était la certitude qu'on voulait me ranger, me déplacer, m'effacer. À peine 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel. Numéro de Julien. Je n'ai pas décroché. Je savais qu'il appelait parce qu'ils avaient été prévenus par la résidence, ou parce qu'ils avaient peur que je lise la lettre trop tôt. 2 minutes après, un SMS. De Marion, cette fois. As-tu reçu quelque chose? N'en fais pas une montagne. C'est pour ton bien. Mon bien? J'ai senti ma respiration devenir courte. Pas par panique, par indignation. De la colère froide, chirurgicale, comme un scalpel qu'on affûte en silence. Je leur ai laissé croire que je ne répondais pas par confusion. Mais en réalité, je faisais quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Je prenais des notes sur mon carnet bleu, le carnet que ma mère m'avait offert pour mes 70 ans, en me disant « Note ce qui compte, Denise. Cela t'aidera quand les mots des autres voudront t'effacer. » Ce jour-là, ce carnet est devenu mon arme. J'ai écrit l'heure, le contenu du courrier, la note manuscrite, le SMS de Marion, les dates de leur visite. Je voulais tout tracer, tout documenter. Parce que, dans ma famille, on m'avait appris une chose. Quand vient le mensonge, prépare la vérité. Quand vient l'abus, prépare le dossier. Le soir, à 19h15, ils sont venus, sans prévenir, sans honte. Je me suis tenue droite dans l'entrée. Marion a pris l'air faussement inquiet. « Denise, tu as reçu un courrier ?» Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés entrer. Je voulais les voir agir. Je voulais observer leurs gestes, leurs mots, leur assurance. Julien s'est assis lourdement. Il transpirait. Sa culpabilité était presque palpable. « Man, tu sais, c'est juste un papier, une formalité, » ajouta Marion. Je me suis approchée d'elle, lentement, très lentement. « Une formalité ?» ai-je répété. « Oui,
pour anticiper, pour être prêt. Tu ne vas quand même pas exagérer pour un simple courrier? Un simple courrier. Mon effacement, mon déplacement, ma disparition institutionnelle. Alors j'ai fait quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Je suis allée dans la cuisine. J'ai pris le courrier. Je suis revenue et je l'ai posé devant eux. Puis j'ai sorti mon carnet bleu. Je l'ai ouvert à la page du jour. Comme un policier sortirait un rapport, je les ai regardés. Vous avez fait une préinscription. Sans mon accord. Julien a pâli. Ce n'est pas, et tu le savais, Julien. Ou au moins, tu as laissé faire. Marion a levé le menton. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Ce fut sa dernière phrase du jour. La dernière avant le point de bascule. Je me suis assise en face d'eux, d'une voix calme, posée, glaciale. Vous ne décidez pas où je vais vivre. Je marquais une pause. Mais moi, je vais décider de ce qui va se passer maintenant. Ils se sont regardés, surpris, inquiets. Et moi, j'ai refermé mon carnet bleu. La goutte d'eau venait de tomber. Le vase venait de déborder. Le combat pouvait commencer. La nuit qui a suivi cette lettre, je crois que je ne l'oublierai jamais. Il arrive des moments où la vie ne nous parle plus par les mots des autres, mais par un éclat brutal, une vérité qui se plante dans la poitrine et refuse d'en sortir. Cette nuit-là, j'ai senti cette vérité aiguisée, froide, mais indiscutable pousser en moi comme une lame. Je me suis couchée tard, pas parce que je n'avais pas sommeil, mais parce que je savais qu'en fermant les yeux, je risquais de retomber dans cette confusion qu'ils voulaient m'imposer. Alors je suis restée dans mon salon, la lumière tamisée, une couverture sur les genoux, mon carnet bleu posé à côté de moi. J'ai écouté la maison respirer, la maison toujours fidèle, même quand les gens ne le sont plus. Les bruits du bois qui travaille, le souffle du vent contre les volets, le tic-tac régulier de l'horloge perchée sur la commode de pierre. C'était drôle. Autrefois, ce tic-tac me rassurait. Cette nuit-là, il était devenu un conte à rebours. Une voix qui disait « Ils ne s'arrêteront pas, Denise. Ils iront jusqu'au bout. À moins que tu ne t'arrêtes d'abord pour réfléchir. » Je me suis revue. Pas la femme de maintenant, mais la femme d'avant. La jeune épouse de Pierre, la mère vigoureuse que j'avais été, la femme que rien n'effrayait. Où était-elle passée? Quelle part de moi avait laissé Marion parler si fort? Quelle part de moi avait laissé Julien baisser les yeux? J'ai compris que ce n'était pas seulement de leur faute. C'était aussi de la mienne, parce que j'avais été trop bonne, trop conciliante, trop silencieuse. Pas le silence fort de maintenant. Non, un silence craintif, un silence pour éviter les conflits, un silence pour préserver la paix, une paix qui, finalement, ne protégeait que les autres, jamais moi. Ce soir-là, je me suis dit, Denise, il est temps que tu redeviennes la femme que Pierre a aimée, pas celle qu'on a réduite. Vers minuit, j'ai allumé une bougie. Pas pour prier, pas vraiment. Plutôt pour me rappeler que j'étais encore là, que ma lumière à moi ne dépendait pas de leurs décisions. Je me suis regardée dans la petite glace posée sur la table. J'ai vu mes rides, mes cernes, mes cheveux gris. Mais j'ai vu autre chose aussi. Une étincelle. Une étincelle que je ne m'étais pas vue depuis longtemps. La colère. Pas la colère destructrice. Pas celle qui hurle. Non. Une colère noble. Une colère de femme blessée qui se relève. Une colère qui dit « Assez ». J'ai ouvert mon carnet bleu et j'ai commencé à écrire. Des phrases hachées, parfois tremblantes, mais vraies. Ils ont préparé un dossier. Sans toi. Contre toi. Mais tu peux en préparer un autre. Et le tien sera plus solide, parce qu'il sera écrit avec la vérité. Je notais chaque événement, chaque parole, chaque date, chaque regard, comme si je construisais une mémoire alternative, une mémoire qui ne pourrait pas être effacée par leurs discours déformés. Et plus j'écrivais, plus une impression montait en moi. La situation était grave. Non pas seulement parce qu'ils avaient tenté de me placer, mais parce qu'ils étaient convaincus d'avoir raison. C'est cela qui me terrifiait le plus. Cette certitude absolue, cette façon de justifier l'injustifiable, de maquiller la dépossession en prévenance. Ils ne voulaient pas mon bien, ils voulaient ma maison, ma place, mon silence. Et soudain, au beau milieu de la nuit, j'ai compris une chose fondamentale. On ne défend pas une maison, on défend la femme qu'on est dans cette maison. Et cette femme-là, j'avais décidé de ne plus l'abandonner. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert le tiroir où Pierre rangeait autrefois ses papiers importants.
J'ai retrouvé une chose que je n'avais pas touchée depuis longtemps. Un petit classeur bleu foncé, qui contenait nos documents les plus personnels. Je l'ai posé sur mes genoux. Je l'ai ouvert. L'odeur de papier ancien m'a enveloppé comme un manteau. À l'intérieur, il y avait notre acte d'achat, l'assurance de la maison, un vieux testament que Pierre avait écrit avant la naissance de Julien, des lettres, des photos jaunies. Tout ce que j'étais, tout ce que nous avions été. Je me suis dit, comment pourrait-il croire une seconde que je laisserais tout cela disparaître dans un couloir d'EHPAD? Je me suis surprise à rire. Un rire petit, sec, nerveux. Le rire d'une femme qui se réveille. Quand l'aube est arrivée, je n'avais presque pas dormi. Mais j'étais debout, fière, droite, vivante. Je suis allée dehors, dans le jardin, respirer l'air frais. La glycine bougeait doucement, le ciel s'éclaircissait. Une lumière rosée, timide, mais tenace, commençait à glisser sur les murs. Et j'ai senti une phrase monter en moi. Une phrase si simple, si évidente, qu'elle est devenue mon moteur. Ils pensent que tu es fragile parce que tu vieillis. Ils ne savent pas que tu vieillis et que tu comprends. Cette phrase m'a donné une force nouvelle, une force que je croyais perdue. Je suis rentrée dans la maison, j'ai pris mon manteau, j'ai posé ma main sur la poignée de la porte et j'ai murmuré. Aujourd'hui, je ne subis plus. Aujourd'hui, j'agis. J'ai verrouillé derrière moi. Le déclic du verrou a résonné dans toute la maison. Le son d'un commencement, le son d'une femme qui, enfin, prenait sa propre défense. Le lendemain matin, je suis sortie de chez moi avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'avais presque pas dormi, et pourtant j'étais plus vive, plus ancrée, plus claire que jamais. Ce n'était pas la force de la jeunesse qui coulait dans mes veines, c'était la force de la lucidité. Je suis descendue à pied jusqu'au centre-ville. L'air était froid, mais agréable, comme un gant de velours glacé sur mes joues. Les vitrines commençaient à s'illuminer, les commerçants installaient leurs étals, et la ville reprenait son souffle. Moi aussi, je suis arrivée devant la plaque en laiton du notaire. Maître Comte, étude notariale. Je l'ai effleurée du bout des doigts. Elle était froide, solide, une matière qui ne ment pas comme les visages humains. J'ai poussé la porte. L'accueil sentait la cire et le papier neuf. La secrétaire, une jeune femme douce aux lunettes rondes, m'a souri. « Bonjour, madame. » Elle a consulté son écran. « Ah oui, vous aviez laissé un message hier soir. » Elle hocha la tête, presque admirative. « Le notaire peut vous recevoir dans quelques minutes. » Elle me guida vers une petite salle d'attente. Je me suis assise. Je serrais mon carnet bleu contre moi, comme une armure. Pendant quelques instants, j'ai observé les gens autour de moi. Un couple jeune, venu pour signer peu, être un prêt immobilier, un homme d'affaires qui semblait s'agiter mentalement. Et moi, une femme âgée, qu'ils auraient peu, être crue vulnérable, mais qui venait en réalité pour reprendre le contrôle de son destin. On m'a fait signe d'entrer. Maître Comte s'est levé en me voyant. Un homme d'une 50aine d'années, aux gestes lents, à la voix stable, au regard clair, il inspira la confiance immédiatement. « Madame Degnaud, entrez, je vous en prie. » Je me suis assise. Mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, d'importance. J'ai ouvert mon carnet. Je lui ai tout raconté. Pas avec des cris, pas avec des larmes. Je lui ai raconté les faits, chronologiquement, précisément. Et, à mesure que je parlais, je voyais son visage changer. Sa neutralité professionnelle laissait place à une forme de gravité. Quand j'eus terminé, il resta silencieux quelques secondes. « Madame Degnaud, » me dit-il enfin, « ce que vous décrivez n'est pas anodin. » Il posa les mains l'une sur l'autre. « Ce n'est pas de l'inquiétude familiale. C'est une tentative d'influence et de mise sous contrôle. » « C'est ce que je pensais, murmurai-je. Et ce courrier, il prit la lettre que j'avais glissée entre les pages du carnet. « Prouve qu'ils ont entamé des démarches sans votre consentement. » Il fronça les sourcils. « Cela peut être juridiquement contestable. » Contestable. Le mot sonnait comme une prière exaucée. « Que puis-je faire ?» demandai-je. Il réfléchit un instant. « D'abord, protégez vos biens et votre indépendance. » Il ouvrit un dossier vierge. « Nous allons commencer un dossier pour vous. » Il me regarda droit dans les yeux. Un dossier solide, documenté, inattaquable. J'ai inspiré profondément.
Je veux qu'il ne puisse plus jamais décider à ma place. Il hocha la tête. Alors il faut préparer minutieusement. La suite ressembla à une danse lente. Une danse administrative, mais une danse quand même. Il m'a d'abord demandé mes titres de propriété. Je les avais. Pierre les avait classés avec soin. Puis, mes relevés bancaires, mes assurances, mes preuves de dépenses courantes, mes médicaments, mes ordonnances, mes rendez-vous réguliers, mes lettres, même mes factures d'électricité. Tout cela prouve que vous êtes autonome, expliqua-t-il. J'ai senti mes épaules se redresser. Mon autonomie devenait une preuve, pas un défaut. Nous avons ensuite discuté de procuration. Je lui ai dit que Julien en détenait une, depuis longtemps. Il a levé un sourcil. À sa demande ou à la vôtre? À la sienne. Vous souhaitez la révoquer? Oui. Le mot est sorti sans hésitation. Il l'a écrit, calmement. J'ai signé, d'une main ferme. Il a noté ensuite. Interdiction de toute démarche sans mon accord, impossibilité de prêt, inscription en établissement sans certificat médical, clause de protection juridique, attestation d'indépendance fonctionnelle. Ces mots-là, alignés sur le papier, formaient une muraille. Puis il m'a regardé. Il y a une autre possibilité, dit-il. Je me suis figé. Laquelle? Préparer ce qu'ils n'attendent pas. Une disposition testamentaire claire, solide, irréversible, il pencha la tête, qui protège votre maison et qui désamorce toute tentative d'appropriation. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Vous voulez dire que vous pouvez décider maintenant et que cela serait opposable? Absolument. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai vu Pierre, j'ai vu mes parents, j'ai vu Emma. Je veux protéger Emma, ai-je murmuré. Alors faisons-le. Et il a commencé à rédiger. Quand je suis sortie de l'étude notariale, 1 heure plus tard, j'avais l'impression de flotter. Pas de légèreté. Non, de force. À chaque pas, je sentais que je reprenais possession de moi-même. Je me suis arrêtée au café de la place. J'ai commandé un thé. J'ai sorti mon carnet bleu. J'ai écrit « Aujourd'hui, j'ai révoqué la procuration. Aujourd'hui, j'ai protégé la maison. Aujourd'hui, j'ai commencé mon dossier. » Puis j'ai ajouté « Ils pensent que je vais me laisser faire. Ils ne savent pas que j'ai déjà commencé. » La préparation n'était pas seulement administrative, elle était morale, psychologique, identitaire. Je ne me défendais pas seulement contre eux, je me défendais pour moi. Pour la première fois depuis longtemps, je ne survivais plus. J'agissais. Et la femme qui agit n'est jamais une femme qu'on place. La semaine qui suivit ma visite chez Maître Comte fut d'un calme étrange, un calme trompeur, comme celui qui précède une tempête. Ni Julien ni Marion ne m'appelèrent. Pas un message, pas une visite, pas même une demande hypocrite de nouvelles. J'aurais pu croire à une accalmie, mais je sais lire les silences. Et celui-là n'avait rien d'un retrait bienveillant. C'était un silence qui prépare, un silence qui calcule. Je continuais ma vie, pourtant. Le matin, un café près de la fenêtre. L'après-midi, je rangeais mes papiers, je relisais ce que le notaire avait rédigé. Le soir, je notais tout dans mon carnet bleu. À chaque ligne, je me sentais plus solide. Puis, un vendredi, le piège qu'ils avaient eux-mêmes enclenché commença à se refermer, mais pas sur moi. Ce fut un appel banal en apparence. Le numéro de Julien s'afficha sur l'écran. Je laissais sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis je décrochais. « Man, on peut passer te voir? C'est important. Je suis là, » ai-je simplement dit. 20 minutes plus tard, ils étaient devant ma porte. Julien paraissait nerveux. Marion, elle, avait ce visage pincé qu'elle adoptait lorsqu'elle croyait maîtriser une situation. Je les fis entrer. Ils se tinrent dans le salon, comme 2 élèves convoqués par un professeur. Ce fut Julien qui parla le premier. « On a reçu un courrier de ton notaire. » Je hochai la tête. Je savais parfaitement lequel. « Tu peux nous expliquer ?» demanda-t-il. Je posai calmement ma tasse de thé sur la table. Je pris une inspiration lente. Votre tentative de préinscription en maison de retraite était illégale sans mon accord. Je marquai un silence. Maître Comte vous l'a rappelé. Marion blêmit légèrement. Ce n'était pas une tentative. C'était une précaution. Un simple contact. Le courrier ne dit pas cela, dis-je en ouvrant mon carnet bleu.
J'avais imprimé la lettre qui les mettait en garde. Je la déposai devant eux. Julien la lut. Ses mains tremblaient. Toute démarche effectuée sans le consentement de Madame Degnaud pourra être considérée comme une tentative d'ingérence ou d'abus. Il releva les yeux vers moi. « Man, tu crois qu'on veut te nuire ?» Je ne répondis pas immédiatement. Je voulais qu'il sente le poids de son propre silence. « Julien, ce n'est pas ce que tu voulais, je le savais, mais c'est ce que ta femme a fait. Et tu l'as laissé faire. » Marion ouvrit grand la bouche, prête à bondir. « Excuse-moi ?» Elle tapa nerveusement du doigt sur la table. « J'essaye de t'aider, Denise. Tu n'es plus capable de… » Je levai une main. Elle se tut. Même elle. Je suis suffisamment capable, Marion, pour avoir protégé ma maison. Je posai un dossier devant elle. Le notaire a révoqué la procuration que Julien détenait. « Quoi ?» fit-elle, décomposée. Julien pâlit à son tour. « Man, tu aurais pu m'en parler? Je voulais te protéger. » Je le regardai droit dans les yeux. « De toi-même. » Marion étouffa un rire nerveux. « C'est ridicule. Cette maison est trop grande pour toi. Tu vas finir par tomber dans l'escalier. »« Peut être, » répondis-je calmement. Puis je pris une feuille dans mon dossier. Mais désormais, toute décision concernant ma santé, mon logement et mes biens devra passer par moi. Exclusivement par moi. Elle se figea. Puis sèchement. « Tu ne peux pas t'occuper de tout. Je le fais déjà. » Je lui tendis une autre feuille, l'attestation de capacité fonctionnelle, rédigée par mon médecin. « Ça, » ajoutai-je, c'est la preuve que je n'ai ni perte d'autonomie, ni trouble cognitif. Je penchai la tête. « Tu vois, Marion, même les médecins me trouvent plus capable que toi ne l'imagines. » Julien posa une main sur son front. Il secouait la tête, bouleversé. « Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait tout ça, maman? » « Parce que vous aviez commencé. » Silence. Un silence épais, brutal, indigeste. Marion tenta une dernière attaque. « Très bien, très bien. Puisque tu veux la guerre administrative, tu vas la voir. Ce n'est pas une guerre. » Je me levai. « C'est ma vie. » Elle se leva aussi, serrant son sac contre elle comme une bouée. « Tu ne peux pas nous exclure comme ça. »« Je ne vous exclus pas, » répondis-je. Je marquai une pause. Je trace une limite. Parce que vous avez franchi la vôtre. Julien, lui, ne bougeait plus. Il semblait accablé, vidé. « Je ne voulais pas ça, » murmura-t-il. « Je sais, Julien. » Je posai une main sur son bras, mais quand on laisse quelqu'un décider à notre place, on lui donne aussi la permission de détruire. Marion fulminait. Elle marchait presque en cercle, comme un animal pris dans un filet invisible. « Donc, Denise, tout ce que tu as fait, c'est pour nous punir ?» Je secouai la tête. « Non. » « Alors pourquoi ?» Je la regardais, calmement, sans colère, sans haine. Pour me protéger, c'était la phrase qu'elle redoutait, parce qu'elle signifiait la fin de son pouvoir. Elle attrapa Julien par le bras. « On s'en va. » Il ne bougea pas. Elle insista. Il finit par se lever. Mais avant de sortir, il me lança un regard que je ne lui avais pas vu depuis qu'il était enfant. Un regard de honte et d'amour mêlés. Ils claquèrent la porte. Le bruit résonna dans la maison. Un bruit net, comme un verdict. Je restai un moment immobile. Je soufflais, puis j'ai murmuré. Le piège s'est refermé. Mais pas sur moi. Je regardais la lettre du notaire, bien en évidence sur la table. Ce n'était pas seulement un document. C'était une frontière, une protection, une renaissance. Et dans cette maison qu'ils avaient voulu m'arracher, je me suis sentie, enfin, chez moi. L'éclatement n'a pas eu la violence d'un coup de tonnerre. Il a eu la lenteur d'une fissure qui s'élargit, jour après jour, jusqu'à ce que toute la façade s'effondre d'elle-même. Après leur départ précipité, ce soir-là, la maison est restée silencieuse pendant longtemps. Je suis restée assise dans mon fauteuil, le dossier du notaire encore ouvert devant moi, et j'ai senti dans l'air une tension qui ne m'appartenait plus. Ce n'était pas mon monde qui se brisait, c'était le leur. Le lendemain matin, à 9 heures précises, j'ai vu Julien sortir de chez lui. Il marchait vite, trop vite, comme un homme qui tente d'échapper à une pensée qui le poursuit. Marion sortit quelques minutes plus tard, les lèvres serrées, le regard droit, mais avec cette crispation autour des yeux que j'avais déjà remarquée, le signe qu'elle perdait prise. Il ne se doutait pas que je les observais depuis ma fenêtre.
non pas par curiosité, mais par lucidité. Il faut savoir regarder pour comprendre la chute. Les jours suivants furent étranges. On aurait dit que la maison d'en face la leur respirait autrement. Les volets ne s'ouvraient plus à la même heure. Les lumières restaient allumées tard le soir. Et surtout, les disputes commencèrent. Au début, ce n'était que des brumes de voix, des murmures agacés derrière les vitres. Puis, très vite, les mots ont dépassé les murs, qu'on le veuille ou non. « Tu m'as mise dans une situation impossible !» cria un soir la voix de Marion. « C'est toi qui as tout déclenché !» répondit Julien. « Tu n'avais qu'à me soutenir. » « Soutenir quoi ? Une démarche derrière son dos ? J'étais là, chez moi, immobile, debout dans ma cuisine, et j'écoutais, non pas pour me réjouir, mais parce que j'avais enfin la confirmation de ce que j'avais toujours pressenti. Ils n'avaient pas agi ensemble. Ils n'avaient jamais été unis dans cette manœuvre. L'un dirigeait, l'autre suivait. Et maintenant que la vérité avait éclaté, leur rôle se retournait contre eux. 3 jours plus tard, Julien est venu seul, sans prévenir. Je l'ai trouvé pâle, le visage défait, comme un homme qui porte quelque chose de trop lourd. « Man, est-ce que je peux entrer ?» J'ai hoché la tête. Il s'est assis dans la cuisine, les mains tremblantes. Il avait l'air de quelqu'un qui a besoin d'un refuge. « On ne se parle plus, dit-il. »« Vous deux ? » ?»« Oui. Depuis l'autre soir. Elle me reproche de ne pas t'avoir tenu sous contrôle. Je suis restée silencieuse. Je le laissais vider ce qu'il portait. Elle dit que tu me manipules. Il secoua la tête. C'est fou. C'est elle qui. Il se couvrit le visage de ses mains. Je ne sais plus quoi penser. Je posai une tasse de thé devant lui. La même tasse qu'il utilisait enfant. Il l'a prise comme on prend un pansement. « Julien, ai-je murmuré, ce n'est pas à moi de choisir ta vie. Je sais. Mais c'est à toi de voir qui tu deviens quand tu te tais trop longtemps. » Il releva les yeux. Il brillait. Quelques jours plus tard, j'ai croisé Emma dans la rue en revenant de la boulangerie. Elle tenait la main de sa mère, mais quand elle m'a vue, elle a lâché Marion et a couru vers moi. « Mamie !» Elle m'a serré fort autour de la taille, trop fort pour une petite fille, comme si elle craignait qu'on me lui arrache. Je me suis penchée pour l'embrasser. « Ça va, ma chérie ?» Elle a hoché la tête, mais ses yeux disaient autre chose. Marion est arrivée, très droite, très tendue. « Emma, reviens ici. »« Je dis au revoir à mamie », s'est écrié l'enfant. Et là, devant tout le trottoir, Marion a perdu son masque. « Ta grand-mère complique tout », lança-t-elle à voix haute. Les passants ont tourné la tête. J'ai vu Emma se figeant, choquée, les yeux grands ouverts. Je me suis redressée. Je me suis approchée, lentement, avec une dignité glacée que même elle n'a pas osé affronter. « Marion ?» ai-je dit doucement. « Tu n'es pas obligée d'humilier quelqu'un pour exister. » Son visage est devenu rouge. Elle a serré le bras d'Emma trop fort. La petite a sursauté. « Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas », cracha-t-elle. Mais sa voix tremblait. Les gens regardaient. Pas moi, elle. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui me sentais jugée. C'était elle qui se retrouvait exposée. Ce fut le début de la fin. Le soir même, j'ai appris par Julien qui m'appelait désormais presque chaque jour, comme un homme qui cherche un phare que Marion avait quitté la maison pendant 2 jours, prétextant un besoin de recul. Julien, lui, passait ses soirées à réfléchir, à tourner en rond, à regarder Emma dormir. « Je suis perdue, man. »« Non, tu es réveillée. » Il pleura, pour la première fois depuis des années. Des larmes silencieuses, douloureuses, mais libératrices. Puis, un jeudi soir, le vrai éclatement eut lieu. Julien m'appela à 20h. « Man, elle a dit quelque chose que je ne peux pas pardonner. » Qu'a-t-elle dit ? Il resta silencieux quelques secondes. Puis, d'une voix brisée, elle a dit que tu ferais mieux d'être en institution, parce que ça réglerait beaucoup de problèmes. Devant Emma. J'ai fermé les yeux. Et Emma, elle a pleuré. Elle a dit à sa mère, « Mais mamie, elle est vivante, elle. » Cette phrase, prononcée par ma petite fille, a traversé quelque chose en moi. Julien reprit, « J'ai compris, man. » « Quoi donc ?» Il inspira profondément, qu'on ne pouvait plus vivre dans le mensonge. « Julien, j'ai dit à Marion que je voulais une pause. Et elle a crié. Puis elle est partie. Silence.
Je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'avenir, man. Ce que ça veut dire, mon fils, c'est que la vérité a fini par éclater et que personne ne peut la recoller. Ce soir-là, après avoir raccroché, je suis restée debout dans ma cuisine. La maison était calme, la lumière douce, le silence pur. Je n'avais pas gagné. Ce n'était pas une victoire, mais j'avais repris ce qui m'appartenait. Ma place, ma parole, mon autonomie, ma dignité. Et l'éclatement familial, aussi douloureux soit-il, n'était pas ma faute. Il était la conséquence logique de leur choix. Je regardais la glycine par la fenêtre. Ses branches bougeaient doucement, fragiles mais vivantes. Comme moi, comme tout ce qui se reconstruit. Ma nouvelle vie n'a pas commencé le jour où Marion est partie. Ni le soir où Julien a pleuré dans ma cuisine. Ni même quand j'ai signé chez le notaire pour verrouiller mes droits. Non. Ma nouvelle vie a commencé un matin très simple. Un matin où j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que je pouvais respirer sans que personne ne surveille ma façon de le faire. C'était un lundi. Le soleil se levait à peine, et une lumière rose passait à travers les volets. J'ai ouvert doucement les fenêtres. L'air était frais, mais pas froid. Je me suis dit, c'est étrange. J'ai 78 ans, et pourtant j'ai l'impression d'avoir 20 ans devant moi. J'ai mis de l'eau à chauffer. Le thé a infusé lentement. J'ai regardé la vapeur monter dans la cuisine silencieuse. Une paix profonde s'est installée en moi. Pas une paix facile. Non, une paix méritée. Les premières semaines ont été un mélange de légèreté retrouvée et de prudence. Je m'attendais presque à voir Marion surgir, armée d'un nouveau plan, d'une nouvelle justification. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Au contraire, le silence que je redoutais autrefois est devenu mon allié. Je n'avais plus de remarques sur mes rideaux, plus de visites pour vérifier, plus d'insinuations, plus de classeurs posés sur la table. Juste moi. Moi, dans ma maison. Moi, avec mes gestes lents. Moi, avec mon jardin qui reprenait vie. Un lundi, j'ai décidé de tailler la glycine. Elle s'était un peu trop étalée. Elle avait besoin d'ordre, de direction. Pendant que je coupais les branches, je me suis dit que, d'une certaine manière, je faisais la même chose avec ma vie. Couper ce qui déborde, retirer ce qui pèse, garder ce qui fleurit. À chaque branche tombée, je me sentais un peu plus légère. Julien, lui, revenait souvent. Pas comme autrefois, sous la surveillance de Marion. Non, il venait seul, les épaules basses, mais le regard plus vrai. « Man, tu veux qu'on prenne un café ?» disait-il en franchissant la porte. Il s'asseyait dans la cuisine, exactement au même endroit qu'il occupait quand il avait 12 ans, les genoux trop grands pour la chaise. Un jour, il a dit « J'avais oublié comment on respirait, ici. » Je lui ai répondu doucement « Parce qu'ici, on n'étouffe personne. » Il a hoché la tête. Il comprenait ce que je voulais dire. Vraiment comprendre. Pas faire semblant. Un soir, il m'a avoué « Je crois que j'ai laissé quelqu'un me dire quoi penser. » J'ai murmuré « Cela arrive aux gens qui ont bon cœur et peu d'assurance. » Il m'a regardé longtemps. « Je veux changer. » « Alors tu changeras. » Je ne lui ai jamais reproché. Pas parce que j'ai oublié, mais parce que la maturité, c'est aussi cela. Ne pas remuer la plaie quand la peau commence enfin à se refaire. Et puis il y avait Emma, ma petite Emma, avec ses yeux immenses et ses cheveux attachés trop vite. Elle venait me voir chaque mercredi après l'école. Elle courait jusqu'à moi, me serrait dans ses bras, comme si elle me retrouvait après une très longue absence. « Mamie, regarde mon dessin. Mamie, j'ai eu un bon point. Mamie, tu sais que j'ai dit à la maîtresse que tu fais les meilleurs gâteaux au monde ?» Elle remplissait la maison d'une lumière nouvelle. Une lumière douce, pas éblouissante. Une lumière qui guérit. Un après-midi, alors que nous préparions des sablés, elle m'a dit très sérieusement « Mamie, tu restes ici pour toujours, hein ?» Je l'ai regardée. Il y avait une peur dans ses yeux. Une peur qu'elle ne devrait pas connaître à son âge. « Oui, ma chérie. Personne ne va me mettre ailleurs. » Elle s'est détendue aussitôt, comme si mes mots avaient apaisé un secret qu'elle gardait depuis trop longtemps. Je me suis dit, les enfants comprennent tout, même ce qu'on croit caché. Un jour, je suis allée marcher près du port. Le vent sentait le sel et le pain chaud des boulangeries. Je me suis arrêtée devant l'eau. Elle était calme, par endroits, mais plus loin on voyait les vaguelettes se battre un peu. J'ai pensé, ma vie ressemble à ça. Calme en apparence,
mais marquée par des secousses qui m'ont obligée à tenir debout. Des pêcheurs réparaient leurs filets. Une dame promenait son chien. Un homme lisait sur un banc. Je me suis sentie normale. Pas une vieille femme fragile, pas une charge, pas un fardeau, juste quelqu'un qui marche dans la lumière. Je marchais lentement, mais sûr. J'avais retrouvé une part de moi que j'avais oubliée. La femme qui décide, la femme qui comprend, la femme qui agit. Plus tard, j'ai pris une nouvelle habitude. Chaque matin, j'ouvrais mon carnet bleu. J'y écrivais une petite phrase. Pas un long texte, juste une phrase. Le 3e lundi, j'ai écrit « J'ai une maison, une tête claire et un cœur qui repart ». Le jeudi suivant, ils ont essayé de me déplacer. Je me suis recentrée. Et un matin, alors que la lumière glissait doucement sur la table, j'ai écrit une phrase qui m'a surprise moi-même. Je ne suis pas vieille. Je suis vivante. Je me suis relue. Et j'ai souri. Parce que c'était vrai. Parce que tout ce que j'avais traversé ne m'avait pas rendue plus fragile. Cela m'avait rendue plus consciente. Julien, lui, avançait. Pas vite. Pas sans douleur. Mais sincèrement. Parfois il me disait « Je viens ici parce que ça me remet les idées en place ». Et je savais que, pour la première fois depuis des années, ma maison redevenait ce qu'elle avait toujours été. Un abri. Un refuge. Une vérité. Un soir, j'ai allumé une petite lampe dans le salon. La même lumière douce que Pierre aimait. Je me suis assise dans le fauteuil, un plaid sur les genoux. Et j'ai compris, tout à coup, que j'avais franchi une frontière intérieure. Je n'attendais plus qu'on me respecte. Je me respectais moi-même. Je n'espérais plus qu'on me protège. Je me protégeais. Je ne craignais plus d'être déplacée. J'étais chez moi. J'avais commencé une nouvelle vie. Pas une vie plus longue, pas une vie plus facile, mais une vie plus juste, plus pleine, plus vraie. Une vie qui m'appartient. Il arrive un âge où l'on pense que tout ce que la vie devait nous apprendre, elle nous l'a déjà enseigné. On se dit que les grandes tempêtes sont derrière nous, que le plus lourd a été traversé, que les leçons sont acquises. Mais ce n'est pas vrai. Même à 70, 75, 80 ans, il existe encore des révélations capables de redessiner une existence. Pendant des mois, j'ai cru que j'étais arrivée au bout de mes forces, que je ne me relèverais pas de cette humiliation, de cette tentative de dépossession, de ce projet de me placer comme on range un objet devenu encombrant. J'ai cru que ma voix ne comptait plus, que l'on pouvait me déplacer d'un simple geste, d'une simple phrase, d'un simple dossier. Mais j'ai découvert une vérité inattendue. Ce n'est pas l'âge qui nous rend faibles, ce sont les gens qui tentent de nous convaincre que nous le sommes. Le matin où j'ai enfin compris cela, j'ai senti quelque chose s'alléger en moi. Non pas une joie spectaculaire. Non, une paix lente, patiente, profonde, comme un drap qu'on secoue et qui retombe doucement, laissant apparaître un lit propre et frais. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir ces derniers mois. À ma vie, à mes choix, à mes erreurs aussi. J'ai pensé à Pierre. Souvent, pas avec la douleur d'autrefois, mais avec cette douceur calme que donnent les années. Je l'ai revu dans le jardin, penché sur la glycine. Je l'ai revu dans la cuisine, les mains humides de savon. Je l'ai revu quand il disait « Une maison, Denise, ce n'est pas un toit. C'est le témoin de qui on est. » Il avait raison. Ma maison n'était pas seulement un lieu, elle était la preuve tangible que j'avais vécu, aimé, construit, résisté. Qu'on veuille me l'arracher n'était pas seulement une manœuvre matérielle. C'était un effacement programmé. Et c'est cela que j'ai refusé. Pas les murs, pas les fenêtres, pas le jardin, mais l'effacement. Aujourd'hui, je me surprends parfois à remercier la vie. Oui, la remercier. Pas pour la trahison, non, mais pour ce qu'elle m'a obligé à réveiller en moi. Sans cette tentative de placement, sans ce dossier beige posé sur ma table, sans cette préinscription envoyée dans mon dos, je serais être restée cette femme qui baisse la voix, qui se laisse guider, qui accepte pour ne pas déranger. Je ne serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. Une femme qui se tient droite dans sa maison, qui sait ce qu'elle vaut et qui n'a plus peur de perdre ce qu'elle a construit. C'est étrange, mais parfois la vie nous pousse dans les coins sombres pour que nous retrouvions notre lumière. Julien vient souvent, maintenant. Il ne sonne plus avec la culpabilité dans la voix, mais avec une sincérité nouvelle. Il a changé. Cela ne se voit pas toujours au premier regard, mais je le sens.
Il marche plus lentement. Il écoute plus. Il ne répète plus que quelqu'un lui souffle. Il parle avec son propre cœur. Un soir, alors que nous mangions un potage ensemble, il m'a dit « Je suis content que tu sois resté ici ». Je lui ai répondu « Moi aussi ». Il m'a regardé. « Tu aurais pu disparaître, man. » « Oui. » Et je n'aurais rien vu. « Non, Julien. » J'ai posé ma main sur la table. « Tu n'étais pas aveugle. Tu étais enfermé. » Il a baissé les yeux, très ému. « Je veux réparer ce que j'ai laissé faire. » Je lui ai souri doucement. On ne répare pas toujours ce qui a été cassé, mais on peut reconstruire autour. Et c'est ce que nous faisons, pas à pas, sans bruit, sans reproche. Comme deux personnes qui apprennent à se retrouver, Emma, elle, est devenue le soleil de mes journées. Elle n'a pas conscience de l'importance qu'elle a eue dans tout cela. Mais quand elle court vers moi, quand elle m'embrasse, quand elle me raconte son école, quand elle pose sa petite main dans la mienne, je me dis, je me suis battue pour elle aussi, pour qu'elle sache que les femmes âgées ne sont pas des fardeaux, qu'on ne les déplace pas comme des meubles, qu'elles peuvent se défendre, qu'elles ont une valeur. Un après-midi, alors que nous préparions un gâteau, elle m'a dit « Mamie, tu sais, tu m'as appris qu'il ne faut pas laisser les gens décider pour nous. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Pas de tristesse, de fierté, parce qu'une victoire n'a de sens que si elle montre le chemin à quelqu'un d'autre. Et puis il y a les soirées. Ces soirées tranquilles où j'allume la petite lampe du salon, où je m'assieds dans le fauteuil, où j'écoute la maison respirer comme un être vivant. Il m'arrive de rouvrir mon carnet bleu. J'y relis les phrases tremblées que j'ai écrites la nuit où tout a basculé. Et je me dis, regarde ce que tu es devenue, Denise. Regarde ce que tu as protégé. Regarde ce que tu as repris. La peur n'est plus là. La colère s'est dissoute. La blessure s'est refermée non pas parce que le temps l'a guérie, mais parce que j'ai décidé qu'elle ne gouvernerait plus ma vie. Je ne me définis plus par ce que j'ai subi. Je me définis par ce que j'ai choisi. Et aujourd'hui, j'ai choisi la paix. J'ai choisi ma maison. J'ai choisi ma voix. J'ai choisi ma dignité. La vie est plus silencieuse qu'avant. Mais c'est un silence qui apaise. Un silence qui protège. Un silence qui reconstruit. Et parfois, quand je regarde dehors, quand je vois la glycine se balancer doucement au vent, quand j'entends la mer lointaine, je me dis que tout compte fait. J'ai gagné ce qu'il y avait de plus précieux, ma liberté intérieure. Je referme mon carnet, je souffle la lampe, et dans la pénombre tiède de ma maison retrouvée, je murmure une vérité que j'ai appris à porter comme une médaille. Le silence peut aussi être une forme de justice.